Le but de cette vidéo va être de vous parler des moments principaux de mon année où j'ai eu des gros gains en productivité. Donc les 4 premiers moments, c'est là où j'ai eu les plus gros gains en productivité. Ce ne sera pas forcément les moments les plus utiles à tout le monde, mais je vous conseille quand même vraiment de les regarder pour savoir si ça peut vous être utile. Mais c'est donc les 4 plus gros moments. Il y a le premier moment où j'ai changé de gestionnaire de fenêtre. Je suis passé du gestionnaire de défaut par défaut à i3. Ça, c'était fin septembre. Le deuxième moment, c'est quand j'ai changé d'éditeur de code. Je suis passé de Sublime Text à Visual Studio Code. Ça, c'était début février. Le troisième moment, c'est quand j'ai amélioré l'organisation de mes fichiers. Donc début février aussi. Et le quatrième moment, c'est quand j'ai changé de distribution. Je suis passé de Ubuntu à Kubuntu. Et c'était début juillet. Et donc ces 4 moments ont vraiment fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. C'est vraiment été des gros changements dans mon année. Et puis il y a 7 autres moments, où j'ai eu des plus petits gains en productivité, mais globalement ça m'a aussi fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Donc par exemple j'ai pris certaines habitudes, j'ai utilisé Sleep as Android, une technique pour m'endormir vite, Noisely aussi, un noise. J'ai commencé à travailler par itération, en tout cas je me suis mis à vraiment travailler par itération. InSync, j'ai utilisé InSync et je vais vous parler aussi de Watch Later. Et enfin, à la fin de la vidéo, je répondrai à la question, en tout cas j'essaierai d'apporter une réponse à la question comment faire pour découvrir des outils, être plus productif. Le premier gros gain en productivité de mon année, ça a été fin septembre quand j'ai changé de gestionnaire de fenêtres et que je me suis mis à utiliser i3. Donc, qu'est-ce que c'est un gestionnaire de fenêtres? C'est ce qui gère, par exemple, le design des fenêtres, comment ça s'affiche à l'écran. C'est par exemple celui qui gère les raccourcis que vous pouvez avoir pour changer de fenêtre. En gros, c'est celui qui gère les fenêtres, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, depuis toujours, moi, j'utilisais le gestionnaire de fenêtres par défaut de Windows, puis après d'Ubuntu. Et je rencontrais en fait pas mal de problèmes qui m'ont fait après changer pour i3. Donc, typiquement, un problème que je rencontrais, c'est déjà les fenêtres, j'avais du mal à les mettre côte à côte. Alors là, ça peut paraître simple maintenant parce qu'en plus sous Windows, ils ont amélioré. Donc là, je peux juste cliquer sur ça si je veux ou sur une des fenêtres à côté. Mais il n'y a pas de raccourci clavier pour le faire ou en tout cas, ils sont pas pratiques, je trouve. Donc ça, c'était le premier problème. Ensuite, un deuxième problème, c'est que je trouve qu'il est dur de retrouver des fenêtres. Donc typiquement, moi, ce que j'utilise pour organiser les fenêtres, c'est les workspaces ou les desktops sous Windows. Et ensuite, après, j'essaie de m'organiser à l'intérieur d'un desktop. Mais sous Windows, les desktops sont vraiment pas pratiques à utiliser, je trouve. Donc vous avez un raccourci clavier, par exemple, pour créer un desktop. Là, j'utilise Windows Tab pour juste vous afficher ça. Mais donc vous pouvez créer un desktop en cliquant sur ça. Et après, là, je suis dans ce desktop-là. Hop, si je veux changer de desktop, je peux faire comme ça. Ou autrement, je peux utiliser un raccourci avec des flèches. Mais le problème, ça a plusieurs problèmes. C'est que déjà, les desktops, il faut les créer manuellement à chaque fois. Donc si j'en veux 10, il va falloir en faire 10. Puis après, si j'éteins mon ordinateur, les 10 desktops, ils vont disparaître et quand je le rallumerai, il faudra que j'en recrée 10. Mais c'est aussi vachement difficile de se rappeler dans quel desktop se trouve la fenêtre qu'on cherche. Je sais pas, moi, par exemple, imaginons que j'ai une fenêtre en tête. Et là, c'est vachement dur de repérer le desktop. Parce que si je suis sur le desktop qui est tout à gauche, il faut que je me rappelle que la fenêtre peut-être que je cherche, elle est 4 desktops après. Donc en fait, il faut que je me rappelle de la position relative entre les desktops. Et c'est vachement compliqué, je trouve. Se rappeler qu'il faut faire flèche, 3 fois à droite, puis une fois en bas. Bon, là, en bas, on peut pas, mais se rappeler la position relative des desktops, je trouve que c'est très compliqué. Donc, en gros, c'est dur de créer un desktop, c'est dur de retrouver dans quel desktop se trouve une fenêtre. Et puis après, au sein d'un desktop, je trouve que c'est assez dur de retrouver une fenêtre. Donc là, typiquement, si je veux retrouver une fenêtre, je vais faire Alt-Tab. Donc là, j'ai que 6 fenêtres, donc ça va, c'est assez facile. Mais si j'en avais 20, il faudrait que je le fasse à travers les 20. Et c'est quand même pas super pratique pour trouver une fenêtre. Donc c'est dur pour mettre des fenêtres côte à côte, c'est dur pour retrouver des fenêtres. Ensuite, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de raccourcis clavier et ils étaient pas personnalisables. Et enfin, je trouvais que c'était vachement pénible pour mettre en place les fenêtres au démarrage. Donc je sais pas, moi par exemple, j'aime bien que au démarrage, en tout cas à chaque fois que je démarre l'ordinateur, j'ouvre un certain nombre de fenêtres. Donc par exemple, j'ouvre le navigateur, j'ouvre l'explorateur de fichiers, j'ouvre mon éditeur de code, j'ouvre la musique, etc., etc. Et là, sous Windows, on est obligé de le faire manuellement à chaque fois. Et aussi, on est obligé de déplacer manuellement les fenêtres dans le bon workspace. Et déplacer les fenêtres dans le bon workspace, je trouve pas que ça soit super simple, parce qu'il faut prendre la fenêtre et la glisser à chaque fois. Donc en gros, manuellement, à chaque démarrage, il y a plein de choses à faire. Je trouvais que c'était vraiment pénible. Il y avait même des fois où je devais faire certains trucs et juste j'avais vraiment, au fond de moi,
la flemme de le faire juste parce que c'était pénible. Il fallait retrouver la fenêtre, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était bloquant et donc c'était vraiment pénible. Du coup, j'ai décidé de passer sous i3. Donc à ce moment-là, j'étais sous Ubuntu. Et ce gestionnaire de fenêtres, il m'a permis de résoudre tous mes problèmes. Je vais vous montrer quelques petites choses que permet de faire i3. Donc déjà, il est très configurable et toute la configuration se trouve dans un seul fichier que vous voyez là. Ensuite, c'est très facile de retrouver les fenêtres parce qu'elles sont réparties dans des workspaces. Donc ici en bas, vous voyez qu'il y a 10 workspaces en tout. Il y en a certains que j'utilise pas actuellement. Et c'est très facile à retrouver parce que je sais que, par exemple, je mets tout le temps mon éditeur de code dans le workspace 1, l'explorateur de fichiers dans le workspace 2, le navigateur dans le workspace 3, les consoles dans le workspace 4. Et après, pour les workspaces au-dessus, j'ai rien de prévu. C'est-à-dire que je mets des fenêtres, mais j'ai pas défini à l'avance que ça sera forcément tel type de fenêtre dans tel workspace. Donc là, actuellement, dans le 6, j'ai pour enregistrer l'écran. Dans le 5, j'ai rien. Dans le 7, j'ai rien. Dans le 8, j'ai rien. Dans le 9, j'ai rien. Et par contre, dans le 0, c'est-à-dire le 10, j'ai tout le temps la musique et tout ce qui fait du bruit. Et donc là, par exemple, a noise pour les sons blancs. Et du coup, quand je veux retrouver le navigateur, je sais immédiatement que c'est dans le 3. J'ai pas besoin de me rappeler qu'il faut faire flèche ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus rapide pour retrouver une fenêtre. Et dans un même workspace, les fenêtres sont organisées en onglets, comme vous pouvez le voir. Et donc je trouve que c'est plus facile parce que ici on peut voir donc le titre des onglets. Bon là, ça m'aide pas trop parce que les deux sont blancs. Mais par exemple, si je vais dans l'éditeur, ici je peux voir que là c'est pour mon stage, là c'est pour mes vidéos, et ça c'est le workspace que j'utilise un peu tout le temps. Donc c'est beaucoup plus facile d'un coup de voir toutes les fenêtres dans le workspace, alors que normalement elles sont en bas et en général il faut passer la souris dessus pour voir la liste des fenêtres qui s'ouvrent, et c'est beaucoup moins pratique je trouve. Aussi c'est très simple de mettre des fenêtres côte à côte. Donc par exemple si je vais ici, pour obtenir les fenêtres côte à côte, j'ai juste à faire Windows E, et je peux les remettre en onglet avec Windows Z. Donc ça c'est très pratique. Et la dernière chose dont je vous parlais, c'est que c'est très simple aussi de démarrer des fenêtres automatiquement au démarrage. Donc c'est ici dans la configuration que les fenêtres sont exécutées au démarrage et elles peuvent se lancer directement dans le workspace que je veux. Donc typiquement, ici dans la configuration, je dis mon éditeur de code, tu vas tout le temps le lancer dans le workspace 1, là l'explorateur de fichiers dans le workspace 2, etc. Et du coup, au démarrage, quand je lance, il y a absolument tout qui se lance et est dans le bon workspace et je peux directement commencer à travailler sans rien faire. Mais juste avant que vous utilisiez i3, j'ai plusieurs points à noter, plusieurs choses à dire en tout cas. C'est que je pense pas que ça soit pour tout le monde. Il faut avant d'essayer d'utiliser i3, il faut que vous en sentiez une réelle utilité. Et il faut aussi que vous soyez assez à l'aise avec Linux, parce qu'il y a il m'a fallu beaucoup d'efforts pour y arriver. Ça m'a pris un jour pour le mettre en place. J'avais rencontré plein de problèmes. J'ai commencé le vendredi après-midi, en début d'après-midi, et j'ai fini le samedi midi. Et c'était vraiment pénible cette période-là. Il y a beaucoup d'énervement, de rage parce que ça marche pas. C'est tout le temps. C'est un peu un truc récurrent sous Linux. Il y a des produits super, mais il y a tout le temps un bug et des trucs qui marchent pas. Et du coup, le potentiel de l'application est gâché par des petits trucs comme ça. Alors, au moment où je veux parler de Kubuntu, je vais vous expliquer comment mettre Kubuntu et i3. Et je pense que vous pourrez le faire en 30 minutes. Donc, je parlerai de comment mettre i3 un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Au moment où j'ai mis i3, à ce moment-là, il y avait des choses qui m'allaient toujours pas. Je n'étais pas arrivé à un truc parfait. Par exemple, il y avait des programmes qui marchaient pas. Je sais pas, le Bluetooth marchait pas. J'arrivais pas à régler la luminosité. Le vidéoprojecteur marchait pas. Donc, je sais, c'est des trucs assez élémentaires et ça marchait pas. Mais comme j'en avais très peu besoin, c'était pas un gros problème au jour le jour. Donc, j'ai pas essayé de le mettre en place. Aussi, c'était pas compatible avec les utilitaires qu'on a dans GNOME. Alors, GNOME, c'est l'environnement de Ubuntu. Et il vient avec certains utilitaires. Et j'arrivais pas à utiliser les utilitaires de base. Certains utilitaires de base, donc il y avait quelques logiciels qui marchaient pas. Et aussi, à ce moment-là, j'avais besoin d'installer donc i3, mais aussi d'installer d'autres choses, donc un launcher, Rofi, un truc pour le fond d'écran. J'avais besoin d'utiliser plein de trucs, donc il y avait quelques petits trucs qui m'allaient pas. Mais globalement, j'étais arrivé à un truc qui me faisait gagner beaucoup plus de temps, qui m'en faisait perdre. Donc j'ai arrêté à ce moment-là, mais il y avait encore des trucs qui m'allaient pas. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est pas trop important et que je les réglerai plus tard. Je les ai notés quelque part. Je savais la liste des trucs qu'il fallait que je règle, et je les ai notés et je les ai réglés plus tard. Plusieurs mois plus tard. Ensuite, le deuxième moment de mon année où j'ai gagné beaucoup en productivité, c'est quand j'ai changé d'éditeur de code. Donc je suis passé de Sublime Text à Visual Studio Code, ça c'était début février. Alors qu'est-ce que c'est un éditeur de code? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce qu'on utilise pour programmer, c'est là où on écrit les programmes. Et en général, il y a plein...
Ça aide beaucoup dans l'écriture de programme. Il y a l'indentation automatique, enfin plein de trucs de base. Ça c'est vraiment le truc de base. Mais il y a beaucoup plus de trucs qui permettent de programmer vite. L'idée c'est vraiment de programmer vite. Et moi en plus je l'utilise pour écrire toutes mes idées, mes to-do, mon journal, enfin tous les trucs, tous les réflexions que j'ai dans ma tête, je l'utilise pour l'écrire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma journée. C'est vraiment très important pour moi. Et au tout début, donc ça c'était il y a 6, 7 ans, 8 ans, je sais pas, quand j'ai commencé à programmer, j'utilisais Notepad++, mais c'était pas très poussé. J'avais plein de fonctionnalités élémentaires qui manquaient, enfin c'était vraiment pas poussé. Puis j'ai vite changé pour utiliser Sublime Text. Je trouvais que c'était vraiment un éditeur très rapide, simple, poussé. J'ai testé aussi beaucoup d'autres éditeurs généralistes, comme Atom, Electron, Brackets, mais je sais pas, je les trouvais pas intuitifs, ou ils étaient lents, enfin je les aimais pas. J'ai aussi testé des éditeurs spécialisés. Alors généraliste, ça veut dire qu'ils marchent pour n'importe quel type de programme. Donc en gros, il n'y a pas des fonctionnalités précises pour chaque programme, ou alors pour chaque langage, pardon, ou alors c'est des plugins. Donc c'est pour ça que ça peut être général. Et autrement, après, il y a des éditeurs spécialisés, typiquement PHP Storm, WebStorm, IntelliJ. En fait, tous les outils de JetBrains. Et eux, ils sont dédiés pour un langage en particulier. Et en général, ils sont vachement bien, mais le problème c'est que pour chaque langage il faut changer de logiciel et ça c'est pas très pratique. Donc à la fin en fait j'ai utilisé Sublime Text parce qu'il y avait rien d'autre qui me convenait et que c'était vraiment, j'aimais beaucoup ça. Et puis je me suis mis à utiliser Visual Studio Code. Je vais essayer de vous montrer plusieurs choses que j'aime vraiment bien chez Visual Studio Code. Alors tout d'abord, ils ont une super documentation, et ça je pense que c'est très important pour un logiciel d'avoir une super documentation, parce que ça permet à l'utilisateur de très vite se former et de trouver toutes les fonctionnalités du logiciel rapidement. Donc je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que j'ai envie de modifier un raccourci clavier dans l'éditeur de code. Sous Sublime Text, j'aurais tapé dans Google Sublime Text Modify Shortcuts. Donc je vous conseille de faire les recherches en anglais, vous aurez beaucoup plus de résultats. Et si je fais cette recherche, j'ai déjà cliqué sur les liens, mais le troisième lien, en fait, qui explique comment modifier les raccourcis, le lien qui explique comment modifier les raccourcis, c'est le troisième. Et vous voyez ici que c'est pas forcément très clair sur comment il faut faire. Alors que si vous faites la même chose pour Visual Studio Code, donc que vous tapez Visual Studio Code Modify Shortcuts, c'est le premier lien. Et vous voyez que c'est beaucoup plus visuel, on comprend immédiatement où est-ce qu'il faut aller. C'est immédiat. Donc la documentation est vraiment bien meilleure. La deuxième chose que j'aime vraiment bien chez Visual Studio Code, c'est les raccourcis. Alors moi personnellement, j'essaye d'utiliser vraiment un maximum de raccourcis, parce que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Tout ce que vous faites avec la souris, vous perdez énormément de temps, alors qu'avec un raccourci, vous pouvez le faire en vraiment moins d'une demi-seconde en cliquant sur deux touches. Et avec la souris, il faut vous déplacer, et à la fin, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc j'essaie d'utiliser un maximum de raccourcis, et dans Visual Studio Code, il y en a vraiment beaucoup. Donc par exemple, vous pouvez voir la liste des raccourcis en faisant Shortcuts. Et là, vous pouvez voir, donc il y a énormément de raccourcis. C'est très intuitif la manière dont ils sont présentés. Vous pouvez chercher des raccourcis. Donc par exemple, je sais pas si je tape Open, ça me dit comment je peux ouvrir certains fichiers, etc. Et vous pouvez les modifier très facilement en cliquant sur ça. Donc les raccourcis sont vraiment très bien pensés dans Visual Studio Code. La troisième chose que j'aime beaucoup, c'est la gestion des dossiers et des workspaces. Donc vous pouvez très facilement ouvrir, fermer, créer un workspace. Vous pouvez aussi ouvrir des dossiers, donc ici avec le raccourci CTRL-K, CTRL-O. Et ce que j'aime vraiment bien avec les dossiers, c'est que vous pouvez rechercher dans les derniers dossiers ou dans les derniers workspaces que vous avez utilisés. Donc ça avec CTRL-R. Et donc ici, vous voyez la liste de tous les derniers dossiers que j'ai utilisés. Et ça, c'est super pratique parce que si, par exemple, j'ai travaillé sur un projet il y a 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois, j'ai juste à faire CTRL-R et à taper le nom du projet. Et hop, je peux l'ouvrir immédiatement et j'ai pas besoin de chercher dans mon ordinateur, dans les fichiers, où est-ce qu'il se trouve, etc. Rien que dans l'éditeur de code, immédiatement, je peux l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme, je trouve. La quatrième chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est que quand vous fermez Visual Studio Code, il enregistre la disposition des fenêtres. Donc par exemple, si je le ferme avec CTRL-Q et que je le relance ensuite, vous pouvez voir que j'ai exactement la même disposition des fenêtres. Donc les 3 projets que j'avais ouverts sont exactement disposés pareil. Et ça, c'est tellement pratique quand vous voulez éteindre votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de fermer les fenêtres une à une déjà. Et vous n'avez pas besoin de vous rappeler comment elles étaient, qu'est-ce que vous aviez ouvert avant d'éteindre l'ordinateur. La 5e chose que j'aime beaucoup dans Visual Studio Code, c'est l'intégration de Git. Alors qu'est-ce que c'est Git? C'est un gestionnaire de version. En gros,
moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup dans les projets. Et ça permet de versionner son code, c'est-à-dire de pouvoir retourner dans le passé et voir comment le code a évolué au cours du temps. Et ça permet aussi à quelqu'un qui le lit de comprendre beaucoup mieux comment vous faites pour modifier, comment est-ce que vous avez modifié le code. Donc à chaque fois que vous faites une modification, vous allez commit et vous allez mettre un message pour expliquer ce que vous avez fait comme modification. Et si vous travaillez en équipe, par exemple, c'est très pratique parce qu'une autre personne peut comprendre très facilement les modifications que vous avez fait. Et dans Visual Studio Code, c'est très facile d'utiliser Git, donc il y a un raccourci pour ça. Et bon, là, je suis pas sur un dossier où j'ai Git. Par exemple, si je vais sur ce projet-là et que je fais ça, vous pouvez voir en fait ici la liste des fichiers que j'ai pas commit. Donc je peux cliquer dessus, je peux voir les modifications que j'ai fait et que j'ai pas commit. Et si je veux, je peux dire, celle-là, tu la rajoutes. Donc, par exemple, de cette manière. Là, hop, je peux cliquer. Je peux rajouter le fichier dans ce que je veux commit. Et là, si j'ai créé un message et que je fais CTRL-Entrée, hop, j'ai commit le fichier. Donc, je peux facilement uncommit si je veux. Voilà. Et vous voyez que l'intégration, en tout cas, pour moi, je la trouve très simple. Avant, c'était tout en ligne de commande et je trouvais ça vachement plus compliqué. Et là, vous avez des tonnes de commandes. Donc, si vous tapez Git, vous pouvez voir la liste de toutes les commandes que vous avez. Et donc, vous pouvez taper ça ultra rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans Visual Studio Code. Et enfin, la dernière chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de plugins. Donc, par exemple, moi là, vous avez la liste des plugins que j'utilise. Et vous pouvez chercher les plugins directement dans le logiciel parmi beaucoup de plugins. Donc, j'utilise par exemple des plugins pour LaTeX, pour le Markdown, des raccourcis aussi pour Python, enfin en gros pour tous les langages que j'utilise des plugins et il y a vraiment beaucoup de plugins. Donc par exemple ça c'est un plugin pour insérer des caractères spéciaux. Donc si je veux insérer je sais pas moi gamma, alpha, je peux le faire très facilement avec ce plugin. Donc il y a vraiment des tonnes de plugins quoi. Enfin la dernière chose que j'aime beaucoup avec Visual Studio Code, c'est la communication qu'ils font autour du logiciel. Donc déjà tous les mois ils publient une nouvelle version du logiciel. Donc tous les mois il y a des nouveautés. Et pour chaque version, ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent quelles ont été les nouveautés dans cette version-là. Donc là, vous pouvez voir toutes les grosses modifications qu'ils ont fait. Et ensuite, ils détaillent. Et c'est très visuel en général. Et moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ça. C'est la première fois où je passe autant de temps à lire des articles de blog sur un logiciel juste pour comprendre les modifications qu'ils ont fait. Et à chaque fois, ils expliquent vraiment bien. Il y avait par exemple une fois où ils avaient fait un article pour expliquer comment ils avaient accéléré beaucoup la lecture de gros fichiers. Et c'était vraiment très intéressant, je trouvais. Ils ont aussi un système de roadmap, c'est-à-dire que en gros, au début de chaque année, ils disent quelles vont être les grosses modifications qu'ils vont faire et on peut suivre en direct, on va dire, les modifications qu'ils ont déjà faites. Et pour chaque mois, ils font ce qu'ils appellent des itérations, des plans d'itération. Donc ils fonctionnent en travaillant par itération. J'en parle dans la suite de cette vidéo-là. Et donc ils font des plans d'itération, c'est-à-dire qu'en gros, ils listent les modifications, les améliorations qu'ils vont faire ce mois-ci. Et donc, c'est vachement intéressant parce que bien sûr, les gens peuvent commenter, etc. Donc, ils communiquent beaucoup autour du projet. Et il y a un système aussi, ils ont un système très simple de feedback dans l'éditeur où on peut, en cliquant sur ce bouton-là, hop, donner son feedback. On peut aussi très facilement les contacter sur Twitter. Ils sont vachement réactifs sur Twitter, c'est-à-dire que toutes les nouveautés qui apparaissent au jour le jour, il les publie. Il publie aussi ce que font la communauté, donc les plugins qui sont créés, etc. Et vraiment, je trouve que c'est la meilleure communication que j'ai vue autour d'un projet. C'est vraiment très inspirant. Et d'ailleurs, la communauté, elle grossit de plus en plus grâce à ça, parce que forcément, les gens s'intéressent au projet. Et c'est même le projet qui, en 2017, sur GitHub, a eu le plus de contributeurs. Donc c'est vraiment, je pense, un projet très prometteur. Donc voilà les quelques fonctionnalités que j'aime vraiment beaucoup dans Visual Studio Code. Et il y en a encore plein, mais je vais pas toutes les lister, mais déjà quelques-unes importantes. Début février, j'ai réorganisé mes fichiers. Donc j'avais pas mal de fichiers qui étaient pas au bon endroit et je passais pas mal de temps à retrouver certains fichiers. Du coup, j'ai vraiment pris le temps de bien les réordonner et de bien les mettre à des endroits qui ont du sens. Alors, je vais pas pouvoir vous donner des conseils trop sur comment réorganiser vos fichiers. Je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Par contre, la chose que j'ai commencé à faire et que je faisais pas du tout avant, c'est que j'ai utilisé les raccourcis, les favoris. Je sais pas comment ça s'appelle sur tous les systèmes d'exploitation. Mais en gros, c'est quoi? Je peux ajouter des dossiers ici et leur donner un nom. Je peux changer leur nom, je peux mettre le nom que je veux et faire pointer ça vers un dossier. Donc typiquement, ça pointe vers l'endroit où je suis ici. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en un clic, vous pouvez accéder au dossier que vous voulez. Et donc gagner beaucoup de temps, parce que si j'utilise pas ça, je dois taper tout ce chemin-là qui est extrêmement long
alors qu'ici c'est en un clic. Donc je me suis mis beaucoup à utiliser ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais attention, il ne faut pas ajouter tous les dossiers à cet endroit-là, parce qu'autrement vous allez passer beaucoup de temps à retrouver vos dossiers dans cette liste. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les dossiers que vous utilisez le plus actuellement et de garder cette liste à jour. C'est-à-dire que quand vous arrêtez vraiment de travailler sur un projet, hop, vous allez enlever le dossier ici et vous allez mettre les nouveaux dossiers que vous utilisez en ce moment dans cette liste-là. Donc vraiment, l'idée, c'est de la garder à jour pour qu'il y ait le moins de dossiers possible, mais vous restreignez pas non plus sur le nombre de dossiers que vous mettez dessus. Là, typiquement, pour les séminaires pour tous, j'ai 3 dossiers. Donc là, le site, là, le dossier Drive et là, mon exposé. Et pour pareil pour ici, j'hésite pas à mettre des dossiers, mais quand j'en ai plus besoin, je les enlève autrement parce qu'après, il y aura une liste beaucoup trop grande. Enfin, le quatrième gros moment de mon année où j'ai gagné en productivité, c'est quand je suis passé de Ubuntu à Kubuntu. Donc j'utilisais i3 sous Ubuntu à ce moment-là et je suis passé à Kubuntu en utilisant i3 aussi. Donc avant, quand j'étais sous Ubuntu, j'avais pas mal de problèmes. Donc Ubuntu et i3, ça va un peu de pair. J'avais pas mal de problèmes, donc tous ceux cités avant, il y a des problèmes de compatibilité, enfin tous les problèmes que j'ai cités avant, plus d'autres que j'ai découvert après, donc j'avais encore augmenté la liste des trucs qui m'allaient pas. Et du coup, j'ai décidé de passer sous Kubuntu. Et avec Kubuntu, j'ai pu régler tous mes problèmes. Donc je vous rappelle, j'avais des problèmes de Bluetooth, de luminosité, de vidéoprojecteur. Ça c'est bon, c'est réglé. J'ai pu utiliser aussi tous les utilitaires KDE, donc c'est l'environnement de Kubuntu, pardon. Et j'ai aussi eu besoin d'utiliser d'installer moins d'utilitaires tierces. Donc en fait, l'installation était beaucoup plus simple. J'avais accès à beaucoup plus de logiciels. Enfin, tout marchait mieux. C'était vraiment très bien. Et en plus, les utilitaires sous KDE sont mieux que sous GNOME. Par exemple, le gestionnaire de fichiers, je trouve qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Il y a beaucoup plus de raccourcis. Le logiciel de screenshot aussi, le logiciel de lecture d'images. Enfin, par exemple, vous pouvez immédiatement rogner ou redimensionner une image. Enfin, tous les logiciels sont mieux. Bref, c'était vraiment tout était mieux. J'ai rien vu de pire en tout cas. Et là encore, il y a plusieurs points à noter. C'est que je pense pas que ce soit pour tout le monde non plus. Déjà, il faut que vous en sentiez une utilité. Bon, Kubuntu, vous pouvez l'installer. Si vous utilisez Ubuntu, installer Kubuntu, c'est vraiment très simple. Donc bon, mais déjà, le faites pas parce que je l'ai fait, quoi. Réfléchissez-y et regardez sur internet un petit peu et voilà. Et aussi là, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour tout mettre en place. Ça m'a pris 2 jours, voire 3 jours, et beaucoup d'énervement et de rage. Et du coup, en description, je vous mets un lien vers un document court où j'explique en détail la démarche qu'il faut suivre pour obtenir la même configuration que moi. C'est-à-dire la Kubuntu et i3, et je vous mets dans le lien les fichiers de configuration que j'utilise. Et tout est expliqué, normalement tout est expliqué. Si vous avez des problèmes, contactez-moi, je modifierai pour que ce soit le plus clair possible. Mais normalement tout est expliqué. Et en 30 minutes, je pense que vous pouvez l'installer. Ce qui moi m'a pris 4 jours ou 5 jours. Je pense qu'en 30 minutes, bon, c'est pas vrai, ce sera pas 30 minutes parce que c'est la première fois, mais je veux dire, si vous l'avez déjà fait une fois, en 30 minutes après, vous pouvez l'installer. Et ça vous prendra beaucoup moins de temps que moi. En tout cas. Et à ce moment-là, il y avait plus rien qui m'allait pas, donc là, actuellement, tout me va sur mon ordi. Bon, là, je viens de parler des 4 plus gros moments de mon année où j'ai vraiment gagné en productivité. Maintenant, je vais parler des plus petits moments, d'autres moments où j'ai gagné aussi un petit peu en productivité et qui peuvent vous être vachement utiles, je pense. Cinquièmement, j'ai mis en place des habitudes. C'est-à-dire que moi, les habitudes maintenant que je suis, elles sont pas du tout contraignantes. C'est très peu d'habitudes, mais qui au final m'aident beaucoup à être plus productif. Déjà, j'ai aucune notification sur mon ordinateur. Toutes mes notifications, elles sont sur mon téléphone portable. Ça, c'est vraiment important. Et le téléphone portable, il est quasiment toute la journée en mode avion. Et en fait, si vous voulez, il y a 2-3 moments dans la journée où je vais enlever le mode avion. Là, du coup, je vais avoir toutes les notifications qui vont arriver. Et je vais regarder les notifications, donc mail, Slack, Facebook, Twitter, etc. Et je vais m'autoriser aussi à ces moments-là à aller sur Twitter, Facebook, YouTube, etc. Donc en général, j'ai 3 moments. J'ai le matin, le midi et le soir. Le matin en me levant, le midi et le soir. Et vraiment, l'idée, c'est que j'ai aucune notification sur mon ordi, mais ça veut dire que je vais aller voir aucun de ces sites sur mon ordi. La seule raison pour laquelle je pourrais aller les voir, c'est parce que j'ai une notification sur mon téléphone, ou alors que c'est l'heure à laquelle je regarde les sites internet. Typiquement, je vais jamais ouvrir mes mails sur mon ordi. Je vais attendre d'avoir une notification sur mon téléphone portable pour ouvrir mes mails sur mon ordi. Et parce qu'en fait, le téléphone portable, c'est vraiment pratique, ça centralise toutes les notifications. Donc quand je l'ouvre, j'ai toutes les alertes d'un coup, je les regarde, et après, pendant toute la journée, j'ai plus aucune alerte et je peux être vraiment concentré. Et en fait, ça aide beaucoup parce que
quand à chaque fois vous vous déconcentrez à regarder votre téléphone, etc., vous perdez beaucoup en productivité. Le sixième moment où j'ai gagné en productivité, c'est quand je me suis mis à utiliser Sleep as Android. Donc cette application, c'est une aide pour le sommeil. Donc vous avez pas mal de fonctionnalités. Par exemple, vous avez le réveil intelligent. En gros, vous mettez votre téléphone à côté de vous. Vous pouvez le mettre en mode avion si vous voulez. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les mouvements et il va pas vous réveiller exactement au moment où vous avez mis l'alarme. Il va vous réveiller un petit peu avant, au moment où en gros vous êtes le plus réveillé déjà. Il va aussi analyser votre sommeil, vous dire quel est le temps de sommeil profond, le temps où vous n'avez pas du sommeil profond. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve, pour savoir comment on a dormi. Il va vous mettre des rappels au moment où vous devez dormir, c'est-à-dire que par exemple, si vous programmez une alarme à 7h et vous dites que vous voulez dormir 8h ou 7h30 ou 7h, je sais pas, au moment où, à minuit, si vous dites que vous voulez dormir 7h, il va vous mettre une alarme 15 minutes avant, il va vous dire qu'il faut aller vous coucher. Vous avez par exemple une gestion d'alarme aussi vachement simple, c'est vachement pratique de mettre des alarmes, c'est bien géré. Vous pouvez faire des captchas aussi, vous pouvez mettre des captchas par exemple pour vous réveiller, c'est-à-dire que si vous avez du mal à vous réveiller, vous devez déverrouiller un truc ou faire des calculs sur votre téléphone, etc. Et tant que vous n'avez pas bien fait, vous n'allez pas pouvoir enlever l'alarme. Et il vous donne aussi beaucoup de statistiques sur votre sommeil, le temps de sommeil, les heures de coucher, etc. Et c'est quelque chose qui coûte 3 euros. Et vous pouvez avoir 14 jours d'essai, mais en vrai 3 euros c'est vraiment très peu cher et c'est à vie après. Le septième moment, c'est quand j'ai découvert une technique pour m'endormir vite. Alors bon, découvrir, c'est un bien grand mot, une technique, c'est pas un truc incroyable, j'ai pas découvert un truc de fou. Mais moi, en tout cas, ça m'a pas mal aidé pour m'endormir. Et en fait, la technique, elle est toute simple. C'est juste au moment où vous êtes dans votre lit, quoi, vous voulez dormir, vous allez vous concentrer pour qu'il n'y ait aucune pensée qui traverse votre tête. Donc il doit y avoir aucune pensée qui passe par votre cerveau. Et vous allez vous concentrer juste comme ça, et vous allez essayer de faire le vide dans votre tête, et il faut absolument qu'il n'y ait rien qui traverse votre tête. En gros, l'idée c'est d'éteindre votre cerveau, et que dès qu'il y a une pensée qui passe dans votre cerveau, que vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser à quelque chose, vous arrêtez, et en même temps vous essayez de vous calmer, de respirer, etc., de vous décontracter, etc. Et il faut qu'il n'y ait absolument rien qui traverse votre tête. Et en fait, plus vous allez tenir longtemps comme ça, c'est-à-dire que plus il va y avoir un grand temps où il n'y aura rien dans votre tête, et plus vous allez vous endormir. Et il faut penser à ça comme, en fait, je sais pas moi, l'image que j'ai un peu en tête, elle est un peu bizarre, mais c'est que, vous voyez, quand vous étranglez quelqu'un, plus vous l'étranglez, et plus il est proche de la mort. Mais là, c'est pareil, plus vous tenez longtemps à ce qu'il n'y ait rien dans votre tête, et plus vous êtes proche de vous endormir, en fait. Moi, c'est l'image que j'ai dans ma tête, donc je tiens, et je m'endors vraiment très rapidement. Il y a même des journées où j'ai des tonnes d'idées à la fin, je sais pas, mon cerveau est en fusion, et je fais ça, et je m'endors vraiment vite, je me rappelle pas avoir mis longtemps pour m'endormir. Le huitième moment, c'est quand je me suis mis à utiliser Noisely. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo de l'année dernière, que j'utilisais Noisely. Mais j'ai aussi trouvé une application sous Linux qui permet de le faire, qui s'appelle Unoise. Donc c'est pour ça que j'en reparle, et puis c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc si des gens peuvent le découvrir dans cette vidéo, ça sera cool. Donc en fait, c'est des applications qui permettent de mettre dans vos oreilles, à la place de la musique, ou à la place de rien, du son, et des sons neutres, on va dire. C'est des sons genre de la pluie, des gens qui cafouillent quelque part, des éclairs, du vent, enfin vraiment des sons neutres. Et ça a plusieurs utilités. Ça permet de pas être distrait comme quand vous écoutez de la musique. Et aussi, ça vous permet de vous isoler du bruit. S'il y a un peu de bruit autour de vous, vous mettez ça avec de la pluie ou des orages, et ça vous permet vraiment de vous concentrer beaucoup plus. Donc Noisely, c'est une extension Chrome, et Unoise, c'est un logiciel sous Linux. Le neuvième moment, c'est quand j'ai conceptualisé l'idée de travailler par itération. Alors c'est pas mon concept, ça existe déjà, mais je veux dire, j'en avais entendu parler, mais il y a un moment où vraiment, moi, j'ai compris ce que c'était, et j'ai commencé à vraiment l'utiliser. Je le faisais déjà un peu avant, implicitement, sans m'en rendre compte, mais là, j'ai vraiment commencé à le faire. Et l'idée, c'est quoi? En fait, c'est dans une situation où vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pas faire la chose parfaitement. C'est pas de la faire parfaite. Le but, c'est pas de la faire parfaitement, en tout cas, dès la première fois. Je dis pas qu'il faut pas faire les choses de manière parfaite, mais en tout cas, de ne pas forcément la faire parfaitement dès le premier coup. Typiquement, vous allez avoir la première étape où vous allez faire en fait ce qu'on appelle genre une tâche viable, où vous allez la réaliser de manière viable, c'est-à-dire de telle sorte à ce que vous puissiez, elle vous soit utile au quotidien. Donc, en fait, je vais prendre l'exemple de i3 que j'ai fait avant. J'ai passé beaucoup de temps pour le configurer, mais quand j'ai fini de le configurer, il n'était pas parfait.
mais il était viable, c'est-à-dire que je pouvais l'utiliser au quotidien, il me faisait déjà gagner beaucoup de temps, mais il n'était pas parfait. Mais là, typiquement, à ce moment-là, j'ai fait du travail par itération. C'est que j'ai fait une première itération où j'ai configuré ça de manière viable, j'ai laissé passer quelques mois, et ensuite j'ai fait une deuxième étape où là, je l'ai amélioré, puis après, vous pouvez faire, si vous voulez, une troisième étape où vous l'améliorez encore, etc. Mais moi, à la deuxième étape, je l'ai rendu parfait pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est parfait. Mais l'idée, c'est vraiment, première étape, vous faites un truc juste viable, pas parfait, forcément. Et deuxième étape, vous le faites, vous améliorez, et peut-être qu'il vous faudra 10 steps pour l'améliorer, mais vous améliorez petit à petit. Et par exemple, pour le site internet que j'ai fait pour le séminaire pour tous l'année dernière, j'ai aussi fait ça. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais fait un site avec peu de fonctionnalités, mais des fonctionnalités vraiment de base qui étaient viables, c'est-à-dire qui pouvaient être utiles pendant toute une année. Et je m'étais dit, l'année prochaine, si le séminaire évolue, si on fait bien tout ce qu'on veut faire, etc., bah, je repasserai sur le site et je rajouterai les fonctionnalités qui me manqueraient pour avoir un bon site internet, un gros site internet qui nous soit. Et là, du coup, j'ai refait une deuxième étape. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est vraiment utile et pas passer genre des semaines à faire un truc pour le faire parfaitement. Parce que déjà, il y aura plein d'autres trucs que vous ne ferez pas à ce moment-là, donc vous prendrez beaucoup de retard sur d'autres trucs. Et puis, en fait, le passer de viable à parfait, c'est beaucoup d'énergie pour très peu de résultats des fois. Donc du coup, il vaut mieux attendre, déjà profiter du viable, et une fois que c'est viable, hop, vous passez à parfait quand vous avez vraiment le temps. Et voilà, c'est l'idée. Le 10e moment, c'est quand je me suis mis à utiliser InSync. Donc c'est un logiciel qui permet de synchroniser les fichiers Google Drive directement sur votre ordi. Donc sous Windows, il y a déjà un logiciel, c'est le logiciel de Google, Google Drive Desktop qui permet de le faire. Mais sous Linux, il n'y en a pas. Et sous Windows, je vous conseille pas de l'utiliser forcément. Il rajoute pas beaucoup. Il rajoute des fonctionnalités, mais moi, elles me sont pas utiles. Mais par contre, sous Linux, ben tous les logiciels open source, ils sont vraiment mauvais, je trouve. Enfin moi, je les ai vraiment trouvés mauvais. C'était un calvaire pour synchroniser. Des fois, je perdais des fichiers. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment pas super. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais acheter InSync. Et ça m'a fait économiser mais tellement d'énergie, tellement de temps. Ben là, je le lance et tout se fait automatiquement. J'ai besoin de rien faire. Tout est tranquille. Alors, ça coûte 20 euros. Et vous avez 14 jours d'essai. Mais là encore, 20 euros, c'est pas forcément beaucoup. En tout cas, je parle pour les gens sous Linux. Hein, et c'est pas forcément beaucoup. Moi, je me suis dit, honnêtement, genre 20 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Ça peut me faire gagner tellement d'énergie, tellement de temps que honnêtement, les 20 euros à la fin, je pense que ça les vaut. Enfin, en tout cas, pour moi, vu l'utilisation que j'en ai fait cette année, ça les valait tellement. Genre, ça m'a enlevé tellement de prise de tête et c'était tellement mieux avec. Donc, je vous dis pas, il faut absolument l'acheter. Réfléchissez-y, regardez si ça vous rajoute beaucoup, si ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et bah, peut-être que ça peut être une bonne idée de l'acheter. Le 11e moment dans l'année, c'est quand je me suis mis à utiliser Watch Later sur YouTube. Alors ça peut vous paraître débile parce que vous, peut-être que vous l'utilisez depuis très longtemps, mais moi je l'utilisais pas. J'ai commencé à l'utiliser que cette année. Et alors il y a déjà des bloqueurs qui existent pour bloquer Facebook, YouTube, etc. Par exemple, j'avais parlé l'année dernière dans ma vidéo de Stay Focused. Mais il y a des fois où on est vraiment obligé d'aller sur YouTube. Je sais pas, vous devez faire une recherche. Il y a vraiment des moments où vous êtes obligé d'aller sur YouTube. Et le problème, c'est que quand vous allez sur YouTube, si vous tombez sur la page d'accueil, des fois il y a plein de vidéos qui sont bien et vous êtes vraiment tenté pour les regarder. Et avant, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'allais sur une première vidéo, et puis après, je dérivais sur des tonnes de vidéos, et puis passer une demi-heure ou une heure, j'étais en train de regarder des vidéos, et enfin, je perds énormément de temps. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'y vais, déjà, je me conditionne, je sais que je vais aller sur YouTube, je me dis, attention, tu peux te faire avoir, fais gaffe. Et puis, toutes les vidéos que je trouve bien, je les mets dans Watch Later. L'avantage, c'est que je sais dans ma tête que, bah, elles seront pas perdues, je pourrais les regarder après, du coup. Et puis aussi, au moment où je vais aller sur mon Watch Later, bah, il y avait des vidéos que j'avais envie de regarder sur le coup, et finalement, je vais pas les regarder. Et du coup, c'est vraiment super, ça permet de pas perdre beaucoup de temps au moment où vous avez vraiment besoin de votre temps, et après de pas forcément regarder tous les trucs que vous avez mis dans votre Watch Later après coup. Pour finir cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question de comment j'ai fait pour découvrir tous ces outils de productivité ou pour faire toutes ces découvertes. Donc déjà, il y a eu quelques idées que je vous ai présentées, ça c'est dans votre tête, si vous avez des idées, là vous pouvez pas trop me dire, ou je peux pas trop vous dire, c'est un déclic. Et pour le reste, pour les outils, genre Visual Studio Code i3, Kubuntu, l'application pour dormir, le bruit, etc., bah, il y a deux manières de les découvrir. Le premier, c'est à cause d'un problème. Et le deuxième, c'est en faisant une veille technologique. Donc, tout d'abord, à cause d'un problème, bah, ça c'est simple. Juste, vous avez un problème et vous faites des recherches sur Google en anglais. Je vous conseille vraiment de les faire en anglais. Et vous allez tomber sur des sites qui présentent des outils, des vidéos qui vous aident, etc. Vous allez beaucoup lire, etc. Et à la fin, vous allez trouver la réponse, la solution. Et la deuxième manière, c'est de faire une veille technologique. Donc, il y a des fois, en fait, où si vous voulez, on se rend même pas compte qu'on a un problème, en fait.
Ou alors on est vraiment à 10 minutes d'imaginer que ce qu'on a au quotidien, il y a déjà des solutions pour ça, et on n'a même pas l'idée de le chercher sur Internet. Donc en fait, ça permet de prendre conscience de plein de choses, de faire de la veille technologique. Veille technologique, c'est juste rester informé de tout ce qui se passe, quoi. Et vraiment, l'idée, c'est de rester informé et de s'informer de toutes les nouveautés en permanence qui sortent et de leur utilité. Je dis pas de passer toutes vos journées à chercher sur ça, mais assez constamment de chercher les nouveautés, etc., etc. Et la question donc, c'est comment s'informer des nouveautés. Donc, personnellement, il y a une chaîne YouTube que je suis beaucoup, c'est la chaîne de Graphic Art. Il présente beaucoup d'outils. Alors, c'est plus programmation, mais il présente beaucoup d'outils pour s'améliorer, pour améliorer tout sa programmation, son ordi, etc. J'utilise aussi des sites web, par exemple Hacker News, où après c'est juste la curiosité. Par exemple, souvent je prends Google Play et je regarde toutes les nouvelles applications, certaines catégories qui m'intéressent, etc. Puis après il y a la curiosité aussi, et je fais beaucoup de recherches Google, par exemple avec Best Productivity Tools for Programmers. Je tape des trucs comme ça. Et enfin, je peux vous donner un dernier conseil, un conseil final, c'est que quand vous décidez d'utiliser un certain outil, prenez du temps pour vous former. C'est-à-dire que moi, Visual Studio Code, j'ai pris du temps pour regarder pas mal du tout, comprendre toutes les fonctionnalités, etc., etc. Parce que vous perdez du temps au début, mais après, vous allez utiliser des fonctionnalités que vous n'aurez pas imaginées sans le faire, et vous allez gagner un temps de dingue. Vraiment beaucoup de temps.